Doyen Balaïla, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très heureux de vous rencontrer sur ce plateau. Merci, merci bien. Moi aussi, je suis très heureux et surtout, je suis très honoré aussi d'être invité à ce plateau. Toujours passionné par vos premiers amours, l'éducation, à tel point que même aux États-Unis, vous avez consacré une étude critique sur ce système. Oui, oui, c'est ma famille, c'est la grande famille. L'éducation, c'est pour moi ma famille. Vous êtes toujours en quête de pertinence et de qualité. Oui, oui. Nous allons parler de cela tout à l'heure dans cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre invité est un témoin, mais aussi acteur du système éducatif guinéen. À la naissance de la République, après une longue expérience internationale, il revient au pays avec à cœur la reconstruction de ce système éducatif pour plus de pertinence et de qualité. L'homme nous parle de franchise académique après des errances pédagogiques. Comment s'y prendre? Ibrahima Ba Lalia met la lumière sur les réformes éducatives sous la Révolution. Nous allons parler justement de cela exclusivement dans ce numéro de l'entretien de Coloma. Merci de nous accepter chez vous avec notre invité, le doyen Ibrahima Ba Laïla, que beaucoup ne connaissent pas maintenant. Peut-être ceux qui appartenaient à ce système éducatif entre les années 80-90 peuvent se souvenir encore de vous. Je rappelle tout juste que vous avez été professeur d'université, vice-doyen, directeur au niveau du ministère de l'Éducation. Après, c'est l'international avec l'UNESCO, l'USAID, l'UNICEF et aussi consultant auprès de nombreux ministères africains de l'éducation. Tout ça là, c'est un très beau bagage. Bon, oui, c'est une longue carrière aussi. Il a fallu du temps pour le faire, mais on l'a fait. Avec passion. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous êtes à la retraite? Oui, bon, la retraite, c'est un peu dans la tête. Je retraite officiellement, mais en fait, je continue à travailler, je continue à faire de la recherche scientifique, je continue à faire des consultations au niveau international et au niveau national. Au niveau national, vous vous préoccupez encore du système éducatif, notamment de sa performance. D'ailleurs, pour ce système éducatif, à travers ce livre édité à l'Harmattan Guinée, vous êtes à la recherche d'une troisième voie pour notre système éducatif entre orthodoxie et puis révolution. Oui, effectivement. Et, pendant la Première République, on a fait beaucoup d'expérimentations et si vous résumez ces expérimentations, c'est en fait une recherche vers une troisième voie. Qui n'était ni, en ce moment on l'appelait ce capitalisme, qui n'était ni le capitalisme ni le socialisme. On cherchait une voie guinéenne et bon, on a tenté, certaines choses ont réussi, d'autres ont réussi moins bien. Et la recherche de cette voie-là, c'est beaucoup ressenti sur le système éducatif. Oui, oui, la pression était énorme parce que il fallait faire des tentatives, il fallait expérimenter des choses. Et en même temps, on était entouré par d'autres systèmes éducatifs qui avaient leurs priorités. Et nous avons été formés dans ce système un peu, notamment le système francophone. Donc comment sortir ce système, mais en même temps, ne pas jeter le bébé avec l'eau de bain. C'était l'une des équations majeures que nous avons traversées pendant la Révolution. Compliqué, cela va être remarqué par des réformes qui sont des changements avec 4 phases selon votre étude. Oui. Il y a eu une quinzaine de réformes sous la Première République. 26 ans. Oui, en 25 ans, on a fait à peu près 15 réformes éducatives, ce qui fait que pratiquement chaque année et demie, on avait une réforme. Mais si vous regardez les tendances, la stratégie derrière, il y avait 4 phases de ces réformes. La première phase, c'est quand les Français sont partis, il fallait trouver quelque chose rapidement pour remplacer leur départ, d'une part. De l'autre, pour asseoir un système, ce qui n'est pas facile. Donc de 58 à 61, on s'est attelé à ça. À partir de 61, il y a eu beaucoup de crispations entre
le système éducatif et le système politique. Donc il y a une crise. Et, qui a même conduit à la grève des enseignants. À la grève des enseignants de 61. Il y a eu beaucoup de mouvements. À partir de 68, je crois que le système était déjà suffisamment récupéré. Et il fallait donc, il y avait une idéologie, il fallait créer un homme nouveau. On a commencé donc la révolution culturelle socialiste entre 68 et 77. Et en 1977, vraiment, les gens étaient fatigués, les gens en avaient marre. Ça a commencé au marché de Madina, que peut-être vous connaissez l'incident. Ouais, avec la marche des femmes sur la présidence, oui, à partir de cette date, à partir de cette date, il y a eu un virage. Le virage, on a dit, bon, il vaut mieux retourner à l'ancien système. Et doucement, on est revenu jusqu'à 85, où vraiment on est entré dans un retour, quoi. Quand vous parlez de retour, ça veut dire qu'on oublie tout ce qui avait été mis en place pour un peu conduire le système de formation de nos élèves En fait, c'est là le paradoxe, parce qu'on a essayé de retourner vers ce qu'on connaissait et ce qu'on nous conseille de faire. Mais en même temps, on a voulu préserver ce qu'on avait acquis. Et c'est pour cela que ça a duré, de 77 jusqu'en 85. Donc une dizaine d'années, si vous voulez, on était en train d'amorcer le virage. Parce que d'un côté, il y avait deux pressions. D'un côté, il y en avait ceux qui voulaient garder les principaux acquis. De l'autre, il y en avait qui avaient pensé qu'il fallait mettre ça de côté et vraiment se mettre maintenant à l'éducation telle qu'on la connaît. Donc, résumons la partie. 15 réformes avec une tendance qui peut se regrouper en 4. Oui. D'abord, il y a la restructuration du système, l'adapter à notre nouvelle réalité. Et puis, il y a la récupération politique pour modeler peut-être le nouvel homme. Ensuite, il y a la révolution culturelle qui vient accompagner le système. Et après, on voit qu'il y a des faiblesses. On veut revenir à l'orthodoxie. Est-ce qu'on peut encore ressentir les séquelles de ces bégaiements dans le système? C'est en ce moment qu'on a mis le train sur les rails. C'est en ce moment qu'on a posé les principes qui conduisent le système jusqu'à présent. Et peut-être c'est l'un des problèmes que nous avons, c'est que nous nous sommes mal dégagés de ces principes. Normalement, on aurait dû peut-être aller en profondeur dans le remaniement de la stratégie. Mais bon, les choses ne sont jamais parfaites. En tout cas, jusqu'à présent, nous avons encore les séquelles de ce système. Par exemple, je peux vous donner comme séquelle une politisation excessive de l'éducation. C'est été acquis en ce moment et c'est demeuré jusqu'à présent. La politique est très proche de l'éducation. Et peut-être que... Mais quel était l'avantage de cette politisation de l'éducation dans les années 60, 70 ? Je crois que l'avantage, c'était essentiellement que le responsable d'alors avait une vision qu'il voulait absolument perdurer. Donc, il s'est dit qu'il faut la mettre en éducation, parce que c'est là qu'on forme les têtes. Il vaut mieux former la tête que d'agir sur les gens une fois qu'ils ont déjà des préjugés et des idées. Donc, je crois que c'est essentiellement ça la cause fondamentale. C'est-à-dire que le régime voulait être sûr qu'il laisse son empreinte sur l'éducation. Parce que c'est l'éducation qui est le futur. Vous pensez que ça va marcher Bon, malheureusement, la difficulté était là. C'était clair que d'abord, les populations n'étaient pas très bien préparées à ce changement majeur. C'était brusque un peu. C'était brusque. Oui, les changements étaient trop brusques. Et la population avait acquis des réflexes pour se protéger des changements auxquels elle n'était pas convaincue. Ce qui fait que des tentatives, parfois, moi je pense que certaines étaient très élogieuses, très bonnes, telles que par exemple les collèges d'enseignement ruraux, pour permettre à tout le monde d'avoir une éducation de base. Bon, ça n'a pas marché, on les a transformés en collèges d'enseignement révolutionnaires, parce que les gens n'en voulaient pas. Et puis finalement, même ceux qui étaient sarcastiques, on appelait ça les collèges des enfants ratés. Tout ça, c'est vous dire qu'il y avait une résistance déjà au niveau de la population. Ça, c'est la première base. La deuxième conséquence majeure, c'est que le système éducatif, je vais dans ma culture un peu peul, c'est-à-dire c'est comme le lait caillé. Il faut laisser les choses se développer correctement, doucement, lentement, jusqu'à ce que ça devienne votre lait caillé. Si vous déplacez la calebasse tout le temps, alors vous obtenez un lait trop
mauvais par rapport à ce que vous voulez. Ce qui s'est passé avec notre système, je crois qu'on a trop déplacé le système. Et à cause de ça, il y a eu beaucoup de conséquences, notamment des conséquences humaines. Oui. Oui, et il y a eu beaucoup de morts, d'emprisonnés. On l'a même vu, peut-être le reflet, une façon peut-être de lire, de donner de la visibilité à ces conséquences, à cette instabilité institutionnelle. C'est même des différents changements à la tête des ministères. On a connu au moins 15 ministres. Oui, on a connu 15 ministres. Et au-delà des ministères même, parce que c'est les instituteurs, les moniteurs d'éducation, c'était eux qui étaient vraiment la cheville ouvrière de la plupart des activités de l'État. Et ces changements ont fait que beaucoup d'entre eux ont payé le prix fort. Beaucoup ont été emprisonnés, beaucoup ont perdu leur vie ou leurs parents. Maintenant, si vous allez au sommet, même, ça se sent même au sommet sur les 15 ministres, il y a eu près de la moitié qui a été exécuté. Il y a eu 7 sur 15. Et les autres, il y a eu 4 ou 5 qui ont connu la prison et qui ont eu la chance de s'en sortir. Et qu'au bout du compte, sur les 15 ministres, il y a peut-être 2 ou 3 qui s'en sont sortis, ont une carrière normale. Bon, je ne dis pas que c'est à l'éducation qu'ils ont reçu ces sanctions, mais ça commence toujours là. Ça montre vraiment la forte présence de la politique. C'est un système, l'éducation n'a pas réussi à se détacher complètement de la politique. Voilà, en fait, l'éducation a été même récupérée par la politique, à partir de 1961. Quand il y a eu le mouvement, les Djibril Tamsir-Niane, les Bakaba, quand il y a eu un mouvement profond, les Koumandian Keïta, c'est à partir de ce moment-là que la révolution a récupéré l'éducation. Et la conséquence, il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu quand même un côté avantageux avec ces réformes-là, notamment l'accès, la couverture scolaire. Oui, il y a eu des avantages. L'un d'eux, c'était que, parce que l'éducation dans beaucoup de pays, c'est, si vous voulez, c'est la pointe de la lance. C'est là que c'est les étudiants qui se révoltent et qui changent les systèmes dans beaucoup de pays. Donc là, l'un des avantages, c'est que le système politique avait récupéré l'appareil éducatif de telle sorte qu'il n'y avait pas ces mouvements qui pouvaient perturber l'éducation. Ça, c'est un avantage. Le deuxième avantage, je pense qu'il y a eu une couverture scolaire beaucoup plus large. On ne peut pas comparer la situation scolaire de la Guinée en 1958 et celle de 1968. On a multiplié par, je crois, 5 ou 6 le nombre d'écoles, le nombre d'élèves, le nombre de tout. Donc ça, du point de vue quantitatif, il y a de très bonnes choses. Et l'équité aussi était là? L'équité y était aussi, parce que beaucoup de réformes dont on parle aujourd'hui, l'éducation de la jeune fille, c'est quelque chose qui était, pour nous, à notre génération, c'était normal, c'était naturel. Les filles allaient à l'école au temps de la Révolution, ce n'était pas un problème. Donc sur ces deux côtés, je dois dire que la Révolution a eu des acquis. Mais à côté, la qualité de l'éducation a pâti beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas comparer au petit Mamadou Guinéen par rapport au petit Kofi de la Côte d'Ivoire ou bien au petit Ndiaye de Sénégal. Mais il y a un paradoxe à ce niveau. Bon, peut-être que la qualité a baissé énormément. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression que les gens qui sont sortis de ce moule, la Révolution, sont des hommes de qualité qui, aujourd'hui encore, en termes de gestion et de savoir, sont respectés. En fait, la plupart des productions de la Révolution, c'était des gens qui avaient déjà reçu l'école primaire et l'école secondaire dans le système avant. D'accord. Vous prenez des personnes, je peux vous donner des noms comme l'honorable Nabika. C'était des personnes qui avaient déjà acquis une base très solide du point de vue non seulement de la formation pédagogique, mais aussi de la manière de résoudre les problèmes de la vie. Et puis en ce moment-là, on commençait de toute façon par l'école coranique qui vous donnait déjà une base culturelle solide. Donc à cause de tout ça, ces gens, avec la Révolution, ils avaient déjà une base qui leur permettait d'être des bons cadres. Okay. Et ça a continué comme ça, je dois dire, jusqu'aux promotions Bokar Biro, Mao, Sundiata Keita. Toutes ces promotions avaient cette base. Mais c'est après que les choses sont devenues moins bonnes. Aujourd'hui, il y a un souci partagé par le gouvernement aujourd'hui, c'est la qualité d'ailleurs qui a mis en place il y a 2 ans une agence nationale d'assurance qualité appelée à évaluer
les programmes pour s'assurer que vraiment c'est des programmes fiables, c'est des programmes pertinents, comme vous l'évoquiez dans votre étude? Oui, je crois que c'est une excellente initiative d'avoir ces sortes de comités qui supervisent la qualité de l'éducation. Mais la qualité de l'éducation, c'est moins le principe en soi et plus la manière de mettre en œuvre. Et c'est à ce niveau que peut-être il faudrait qu'on travaille davantage. D'autre part, je pense qu'on doit être introverti. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit des systèmes guinéens qui produisent des cadres guinéens pour une éducation guinéenne dans un objectif que la Guinée se trace. C'est beaucoup plus utile et rentable que de prendre des modèles qui sont très bien, mais comme ce n'est pas des modèles que nous avons produits, nous n'adhérons pas. Et comme on n'adhère pas, on n'exécute pas bien le modèle. Et comme on n'exécute pas le modèle, ça produit, là, théoriquement c'est bon, mais à la pratique, vous voyez que le niveau n'est pas bon. Et surtout, moi je pense que la question essentielle, c'est la question de pertinence. Il faudrait qu'on produise des cadres conformant à ce qu'on veut, conformant à nos besoins. Et ça, il me semble que c'est essentiel. Je ne sais pas moi, je disais dans le livre que si on a besoin, je sais pas, de taxi-moto, il faudrait produire des gens capables de conduire le taxi-moto avec sécurité de telle sorte qu'il y ait moins de dégâts sur les routes. C'est un exemple un peu tiré par les cheveux, mais c'est pour vous dire qu'il est important que le système soit pertinent, que nous ayons une mission de l'éducation guinéenne et que cette mission-là soit produite à partir de la Guinée. Ensuite, une fois qu'on a la mission, on va voir les buts, les objectifs, les stratégies de mise en œuvre et tout. Mais c'est ça ce qui est fondamental. Et c'est cela la troisième voie que vous recherchez? C'est ce qu'on a cherché, oui. C'est ce qu'on aurait bien voulu. Pour finir, il y a cette photo de couverture qui m'a marqué. Peut-être que vous n'attachez pas la même signification à cette photo de couverture où je vois une écolière déterminée tenant fermement ce drapeau soulevant. Et derrière, il y a tout un monde qui la suit. Je vois cette patriote, ce cadre du futur préparé à porter avec patriotisme le pays. Vous avez la même lecture ou pas? Oui, c'est la même lecture. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette photo. Une image parce que rare aujourd'hui. je trouve qu'il était important que cette fille montre jusqu'à quel... D'abord, c'est une fille, ce n'est pas un garçon. Ensuite, elle est déterminée. Et puis, elle tient le drapeau de la Guinée. Ça, il n'y a pas de doute. Mais j'aurais pu prendre une photo dans une classe. Parce que finalement, l'éducation, c'est en classe. Ce n'est pas dans la marche. Et c'est l'un des problèmes que nous avons, c'est que toujours on a tendance à aller vers ce qui est visible et pimpant, alors que les pédagogues savent que le vrai problème, c'est au CP1 et CP2, là, au départ. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire de telle sorte qu'on acquiert les savoirs et qu'on puisse utiliser ce savoir par rapport à quelque chose qu'on veut faire. Il y a des valeurs aussi. Il y a des valeurs. Le savoir, les valeurs. Oui, elle transmet des valeurs, il n'y a pas de doute. Mais il est important que l'école fasse son travail d'école, c'est-à-dire qu'on apprenne. Moi, je pense que c'est ça la clé. Doyen Ibrahima Ba Lalia, merci. Merci bien, merci. Merci à vous qui avez suivi ce numéro de l'entretien de Koloma consacré aux réformes éducatives en Guinée sous la Révolution, à la recherche d'une troisième voie entre orthodoxie et révolution. C'est écrit par Ibrahima Ba Lalia, donc qui était avec nous sur ce plateau. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau thème et un nouvel invité. Merci.